Alain. Nous allons terminer par le prix de la recherche de la Fondation Becalès, qui a été octroyé au Dr Basile Stamatopoulos, et nous retrouvons le professeur Jean Paris. Merci. Donc on va clôturer cette séance avec le prix de la Fondation Becalès, d'un montant de 10 000 € qui a été octroyé cette année à Basile Stamatopoulos de l'ULB pour ses recherches sur les mutations des gènes des immunoglobulines dans la leucémie lymphoïde chronique. Et donc je suis particulièrement fière de pouvoir lui attribuer ce prix puisque je suis ses travaux depuis qu'il est doctorant dans le laboratoire de Laurence Regnault à l'ULB. Et je lui donnerai le podium dans 2 minutes pour expliquer ses travaux. Mais donc il est actuellement postdoc dans ce laboratoire. Il est chargé de cours à l'ULB. Et déjà élève brillant, il avait déjà reçu de nombreux prix, dont le prix McKinsey, pour ses travaux de recherche sur la leucémie lymphoïde chronique qu'il avait mené en Belgique. Il est alors parti pour un postdoc dans le laboratoire du professeur Anna Shaw à Oxford, dans l'Oxford Molecular Diagnostic Center, grâce à un mandat de recherche FNRS. Et les travaux pour lesquels il reçoit ce prix sont issus de ses recherches fondamentales avec le professeur Anna Shaw. C'est intitulé The Light Chain IGLB321 Defines a New Prognostic Group in CLL. Et le jury a apprécié à l'unanimité ce travail qui rencontrait tout à fait les objectifs de la Fondation pour le prix. Et donc je le remercie double titre, la Fondation Becalès et personnellement pour tous ces travaux. Merci Basile. Et donc le prix a été attribué par le jury à l'unanimité, bien sûr, sans ma participation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter aujourd'hui brièvement les résultats de ces recherches qui concernent la chaîne légère lambda 321 en tant que facteur pronostic dans la leucémie lymphoïde chronique. Alors, il s'agit, comme le professeur Laurent vient d'expliquer, d'une collaboration étroite entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université d'Oxford. Commençons par une brève introduction sur la leucémie lymphoïde chronique. Alors, la leucémie lymphoïde chronique est également abrégée LLC ou CLL, est la leucémie la plus fréquente dans le monde occidental. Comme on peut le voir sur ce graphique, elle apparaît dès l'âge de 40 ans et son incidence augmente avec l'âge. Elle représente 1/3 des leucémies diagnostiquées dans nos contrées et elle est due à l'accumulation de petits lymphocytes, que vous voyez ici. Et ces petits lymphocytes s'accumulent non pas parce qu'ils prolifèrent beaucoup, mais parce qu'ils sont caractérisés par un défaut d'apoptose. Ça veut dire qu'ils ont oublié comment mourir et finalement ils finissent par s'accumuler. Une des caractéristiques de cette leucémie est son hétérogénéité clinique, qui peut être prédite par le statut mutationnel des chaînes lourdes d'immunoglobulines. Alors, les immunoglobulines, ce sont des anticorps qu'on retrouve à la surface des cellules. Vous avez ici la représentation d'un anticorps. Il est composé de 2 chaînes lourdes, une chaîne lourde ici, une chaîne lourde ici, et de 2 chaînes légères. Eh bien, en mesurant la quantité de mutations que l'on a dans la partie VH des chaînes lourdes des immunoglobulines, eh bien, on arrive à distinguer 2 types de patients. Des patients qui sont non hypermutés, donc qui n'ont pas accumulé beaucoup de mutations, et ces patients ont un mauvais pronostic, et des patients qui sont mutés, qui ont accumulé des mutations et qui ont un bon pronostic. Généralement, on représente les données de pronostic sous forme de courbe de Kaplan-Meier que vous voyez ici. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de courbe, eh c'est assez simple. Au temps 0, on a le moment du diagnostic avec ici le temps qui s'écoule. Sur cet axe-ci, on a le pourcentage de personnes qui n'ont pas encore fait d'événement, soit un événement de traitement, soit un événement de décès. Chaque courbe représente un ensemble de patients, chaque point de la courbe représente un patient, et chaque chute de la courbe représente un événement. Comment est-ce qu'on lit ces courbes? On se place ici à la médiane, on regarde ici, voilà la médiane de survie de ce groupe-là est d'environ 10 ans, par rapport à la médiane de survie de ce groupe-là qui est d'environ 25 ans. C'est important d'expliquer ce genre de cours parce que presque que ça après. Alors, ce qu'on a fait à l'Université d'Oxford, c'est séquencer 32 patients qui avaient une maladie très agressive pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait chez ces patients. Et on s'est rendu compte, complètement par hasard,
qu'on avait une grande proportion de patients qui avaient une chaîne légère cette fois-ci. Et cette chaîne légère était la chaîne légère lambda 321. Lorsqu'on regarde le pouvoir pronostic de cette chaîne légère, on voit déjà que chez ces 32 patients, eh bien, elle définit des patients avec un mauvais pronostic. Et ce, pour la survie sans traitement, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le diagnostic et le premier traitement, et également la survie globale, le temps qui s'écoule entre le diagnostic et le décès du patient. Ensuite, on a regardé l'expression des ARN de ces patients, et on a remarqué que les patients qui avaient cette chaîne légère lambda 321 avaient un grand nombre de gènes qui étaient associés à une activation cellulaire. Et lorsqu'une cellule est activée, eh bien, elle résiste à la mort spontanée et elle résiste également à la chimiothérapie. Grâce à nos collaborations nationales et internationales, notamment du Royaume-Uni, l'Université d'Oxford, de Leeds, de République tchèque, mais également de nombreux centres belges, l'Institut Bordet, CHU Bruckmann, l'Hôpital Erasme, Grand Hôpital de Charleroi, Ambroise Paré, également l'Université de Gand, on a réussi à réunir 3 populations pour un total de 813 patients pour essayer de valider nos résultats. Ce qu'on a observé, c'est qu'on retrouve, comme d'habitude, en vert ici, la courbe de patients qui est de bon pronostic. En rouge, la courbe de patients qui est de mauvais pronostic et qui est donc non mutée. Et ensuite, on a regardé l'impact de la présence d'une chaîne légère lambda 321. Et peu importe ce qu'il y avait à côté de cette chaîne légère, dès qu'on avait une chaîne légère, ça représenté ici par les courbes noires et bleues, eh bien on voit que ces courbes se superposent aux patients de mauvais pronostic. Et c'est valable pour la survie sans traitement, mais également pour la survie globale. De manière également intéressante, on a eu accès à un groupe de patients qui avait été traités avec la cure de choix qu'on donne en première ligne dans cette leucémie. Et on a remarqué que les patients qui avaient cette chaîne légère lambda 321 eh bien, rechutaient beaucoup plus rapidement que les autres patients. En d'autres termes, la présence de cette chaîne légère permettait de prédire la réponse au traitement. Quelle est l'explication biologique de ceci maintenant? Eh bien, cette réponse a été donnée par un groupe italien qui s'est basé sur des expériences par cristallographie. Et ce qu'ils ont fait, ils ont démontré que chez un patient qui a cette chaîne lambda 321, eh bien, à la surface des cellules, 2 anticorps pouvaient interagir les uns avec les autres par l'intermédiaire de cette chaîne. Et ce qui se passait chez ces patients, c'est que cette interaction entre 2 chaînes était transitoire mais très forte. Et donc, ce qui se passait, c'est que les 2 anticorps se touchaient et arrêtaient de se toucher, arrêtaient de se toucher, arrêtaient de se toucher. Et finalement, ça donnait une stimulation continue à la cellule. Et comme je vous l'ai dit, lorsque la cellule est stimulée, eh bien, elle survit à l'apoptose et également elle survit à la chimiothérapie. Donc en conclusion, dans ce travail, on a montré que la présence de la chaîne lambda 321 est associée à un profil activé des cellules, qu'elle permet de prédire la survie sans traitement et la survie globale, qu'elle est indépendante des autres facteurs pronostiques, qu'elle permet également de prédire la réponse au traitement et que ceci est probablement dû à une stimulation autonome et continue de la cellule. Je voudrais terminer par certains remerciements, notamment le professeur Anachu qui m'a accueilli dans son laboratoire, le professeur Laurence Lagneau qui me supporte dans tous les sens du terme depuis 15 ans dans son laboratoire, les professeurs Dominique Braun et Nathalie Meulebang qui également m'ont supporté pendant une quinzaine d'années jusqu'à maintenant pour la récolte de ces échantillons de patients, l'ensemble de nos collaborateurs, et comme on vous l'a plusieurs fois dit au cours de cette séance, mais toutes ces expériences coûtent extrêmement cher, donc on a vraiment besoin d'argent pour pouvoir réaliser et utiliser ces technologies de pointe. Et donc je tiens particulièrement à remercier les amis de l'Institut Bordet, le Télévis, la Société belge d'hématologie qui m'a permis de faire un séjour à l'Université d'Oxford, et je remercie également la Fondation Becalès qui nous a déjà financé par le passé et qui nous finance aujourd'hui par ce prix. Et finalement, je voudrais terminer en vous remerciant pour votre attention.